Si votre voisin crache sur le palier, que votre prof vous invite à sa fête d'anniversaire, ou encore que l'agent immobilier hurle à la mort parce que vous n'avez pas enlevé vos chaussures avant d'entrer, c'est que oui, vous vivez un choc culturel. Et si vous voulez comprendre pourquoi, vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Emeline Godichaud et je vous souhaite la bienvenue sur Cross Culturel. Ici, vous entendrez des témoignages, des histoires et des anecdotes en lien avec les différences culturelles. Si ça vous intéresse, pensez à vous abonner, comme ça vous recevrez une notification quand je sortirai de nouveaux épisodes. Vous n'imaginez pas combien de fois j'ai entendu « Les Chinois crachent partout, c'est vraiment dégueu ». Alors voilà, comme certains d'entre vous n'ont que ce sujet à la bouche, aujourd'hui on va parler de l'histoire du crachat en France et en Chine. Vous allez voir que si aujourd'hui quelqu'un qui crache ça vous dégoûte, eh ben ça n'a pas toujours été le cas. Mais avant de commencer, j'aimerais vous partager une anecdote. Je vous préviens, celle-ci elle est un peu corsée. En décembre 2015, ma grande sœur est venue me rendre visite en Chine et je voulais absolument lui faire découvrir les rizières chinoises. Comme j'étais étudiante et que l'avion coûtait assez cher, j'avais trouvé un bus qui partait de Chongqing, la ville dans laquelle je vivais, qui se situait donc au centre de la Chine, jusqu'à Kunming, une ville du sud-ouest depuis laquelle on allait pouvoir aller découvrir les rizières. Le truc, c'est que Chongqing, c'est une ville immense, très étalée, donc ce jour-là, pas de chance. Quand on arrive enfin à localiser la gare routière, le bus vient tout juste de partir. Je me rends donc au guichet et je dis « Ni hao, bu hao yis, women chidao le, women de gongqiaoche gang kaizou, hai you tu Kunming de gongqiaoche ma ?» Ce qui signifie « Bonjour, on est en retard, notre bus en direction de Kunming vient de partir, est-ce qu'il y en a un autre ?» Et là, le monsieur me répond « Mingtian you » Oui, demain. Je suis dégoûtée. Tout simplement parce que ma sœur repart quelques jours plus tard en France et que c'était notre seule chance d'aller voir les rizières. Cela dit, j'essaie quand même de négocier un peu avec les employés parce que oui, en Chine, ce qu'il faut savoir, c'est que absolument tout est négociable. Les Chinois connaissent le principe du système D. Il y a des pays dans lesquels, face à un imprévu, c'est erreur 404, c'est dans la tête des locaux. Mais en Chine, pas du tout. Il y a un plan A, B, C, D, E, enfin bref, c'est génial. Donc, à force de persévérance, au bout d'un moment, le monsieur au guichet me dit « Bon, sinon j'ai un copain qui part bientôt, par contre je te préviens, hein, c'est un bus de nuit et c'est pas fait pour les touristes. » Ah ben ça, je vous le confirme, c'était pas fait pour les touristes. Quand on monte dans le bus, on est entouré d'hommes, pas une seule femme, et surprise, on s'attendait à un bus classique, siège inclinable, tout ça, mais pas du tout. On se retrouve dans un bus à couchettes. Vous voyez le bus dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, celui avec la tête qui parle à l'avant là. Bon bah bien sûr là il n'y avait pas de tête, hein, sinon forcément ça aurait donné une toute autre tournure à mon histoire, je vous rassure il n'y avait pas de tête, mais comme c'était la première fois que je montais dans un bus à couchettes, bah, c'est la première image qui m'est venue. Donc il y avait des couchettes sur 2 niveaux et par contre fixées au sol. Hein. On s'installe tant bien que mal dans ce qui allait devenir notre chambre d'hôtel pour la nuit. Et là, à peine assise, on entend « Mais non !» En montant dans nos lits, on avait bien vu qu'il y avait des seaux à côté de chaque couchette, mais on n'avait pas compris que c'était pour cracher. Comme vous pouvez vous en douter, 2 femmes, qui plus est les occidentales, on n'est pas passé inaperçues dans ce bus. Donc quand ils nous ont vus complètement dégoûtés à chaque bruit de crachat, ben ça les a fait marrer. En fait, ça les a fait tellement rire qu'ils ont continué toute la nuit. C'était un véritable festival du crachat. Un bonheur. Clairement pas le moment le plus glamour de ma vie. Le lendemain matin, après 12 longues heures de bus, quand on est enfin arrivé à Kunming, on est descendu de nos couchettes. Dites-vous bien qu'on a dû longer les lits, les pieds en équilibre, parce que le sol était littéralement recouvert de crachats. Apparemment, certains avaient raté le saut. Pour moi, je pense qu'ils avaient tout simplement pas visé, hein. Bref, vous vouliez du dégueu, eh ben, vous êtes servi. Bon, ne vous inquiétez pas, j'arrête là les anecdotes douteuses et je rentre enfin dans le vif du sujet. Oui, les Chinois crachent. Mais laissez-moi vous poser une question. Pourquoi est-ce que cracher nous écœure autant ?
Pourquoi est-ce qu'on a cette réaction de rejet presque viscérale à l'idée de voir quelqu'un cracher ? En fait, cette réaction, elle est directement héritée de notre histoire. Aujourd'hui, cracher, c'est considéré comme extrêmement impoli, voire choquant, mais ça n'a pas toujours été le cas. Au XVIIIe siècle, on trouvait des crachoirs partout, dans les églises, les trains, les théâtres, les bureaux, et jusqu'à la cour royale. Les crachoirs sont arrivés en Europe via le commerce avec l'Asie, parce que là-bas, ils étaient utilisés depuis des siècles. Et en Europe, pendant longtemps, les crachoirs, c'était un incontournable des fumeurs dits raffinés. C'était la crème de la crème, comment vous dire ? C'était un peu le sac Chanel des salons de fumeurs, si vous voulez. Par contre, cracher par terre, ça non, c'était vulgaire. Le véritable tournant, il a en fait eu lieu au XIXe siècle, quand Louis Pasteur découvre les microbes et que Robert Koch, un médecin allemand, identifie la bactérie responsable de la tuberculose. Alors aujourd'hui, on n'en entend quasiment plus parler de la tuberculose. On se dit que c'est de l'histoire ancienne, mais elle tue encore près d'1 million de personnes dans le monde tous les ans. Ça représente quand même 4000 morts par jour. En fait, on la retrouve surtout dans les pays en développement, chez les migrants, les sans-abri, parce que c'est lié à un manque d'hygiène. Mais à cette période de l'histoire, cette maladie, elle fait vraiment très peur. D'ailleurs, depuis la fin du 19e siècle, elle aurait causé plus d'1 milliard de morts. C'est énorme. Et devinez où la bactérie responsable de la tuberculose se trouve en grande quantité ? Dans les crachats. C'est donc suite à ces découvertes scientifiques que de grandes campagnes de santé publique commencent en Europe. Cracher dans les lieux publics devient alors interdit, avec des sanctions à la clé. Ce sont ces campagnes qui permettent la quasi-disparition des crachats dans l'espace public dans les années 70, donc c'est encore récent. Et ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, après des générations de sensibilisation sur le crachat, on a tellement intériorisé le fait que cracher était répugnant qu'on ne ressent quasiment plus le besoin physiologique de cracher. Je trouve ça incroyable. Et c'est ça la raison pour laquelle on ressent autant de dégoût quand on voit un Chinois cracher. C'est pas juste une question d'hygiène, c'est un réflexe culturel dont on a hérité. Mais en Chine, c'est très différent. Cracher fait partie de la culture chinoise depuis plus d'1 millénaire. Il y avait déjà des crachoirs en pierre précieuse sous les 6 dynasties, donc c'était au IIIe siècle de notre ère. D'ailleurs, sous la dynastie des Qing, entre le XVIIe et le XXe siècle, les crachoirs deviennent carrément des symboles de pouvoir. Celui qui va pour la première fois tenter de changer le regard des Chinois sur le crachat, c'est Chiang Kai-shek. Alors, pour ceux qui ne sont pas très familiers avec l'histoire chinoise, je vais simplifier. Chiang Kai-shek, c'est le grand rival de Mao Zedong. Il voulait une démocratie à l'occidentale, alors que Mao Zedong voulait une révolution communiste à la soviétique. Bon, on sait qui a fini par gagner, mais en tout cas, dans les années 30, lorsque Chiang Kai-shek était encore en Chine continentale, eh bien, il a lancé un mouvement qui s'appelle le Mouvement pour une nouvelle vie, Xin Sheng Huo Yun Dong. Et l'objectif de ce mouvement, c'était de moderniser la société chinoise en mariant les valeurs traditionnelles confucéennes et le, entre guillemets, savoir-vivre occidental. Chiang Kai-shek s'inspire clairement de ce qui se passe en Europe suite aux découvertes de Louis Pasteur et de Robert Koch. Entre autres, ça veut dire quoi ? Ça veut dire ne pas cracher en public, se laver régulièrement et ne pas jeter de déchets par terre. Donc même s'il perdra face à Mao Zedong, Chiang Kai-shek emportera ces idées-là avec lui sur l'île de Taïwan et elles deviendront des bases solides du parti politique qu'il a fondé, le Kuomintang, que vous connaissez peut-être et qui fait toujours partie du paysage politique aujourd'hui, même s'il n'est plus au pouvoir. Donc pour faire simple, à Taïwan, on ne crache plus, alors qu'en Chine, on crache toujours. Et ça, c'est la partie émergée de l'iceberg des différences culturelles entre la Chine dite continentale et l'île de Taïwan. Mais bon, on va dédier d'autres épisodes à Taïwan pour vous faire un petit peu découvrir aussi la culture taïwanaise. Quand Mao Zedong prend le pouvoir en Chine continentale en 1949, il n'interdit pas le crachat, mais il fait installer des crachoirs un petit peu partout pour éviter que les gens crachent au sol. Pour la petite anecdote d'ailleurs, Deng Xiaoping, qui reprend le pouvoir après la mort de Mao Zedong, eh bien il a plusieurs fois été moqué lors des réunions diplomatiques parce qu'il crachait après chacune de ses phrases. Dans les médias occidentaux, ça donnait l'image d'un pays un petit peu arriéré, pour toutes les raisons culturelles qu'on a vues juste avant. Donc petit à petit, il y a des campagnes d'éducation publique qui ont vu le jour en Chine, souvent inspirées par l'Occident qui était considéré comme un modèle de modernité. Par exemple, dans les années 90, la ville de Shanghai a introduit les 7 interdits. Ce sont donc des règles de bonne conduite qui étaient placardées un petit peu partout à travers la ville. Et ces 7 interdits, c'était quoi ? C'était ne pas cracher,
ne pas jeter ses déchets par terre, ne pas détériorer le mobilier urbain, ne pas endommager les espaces verts, ne pas enfreindre le code de la route, ne pas fumer dans les lieux publics et ne pas être impoli. Pour aller plus loin, certaines villes ont aussi eu à cœur de combattre le kaidanku. Alors, le kaidanku, c'est un habit pour les enfants avec une fente au niveau de l'entrejambe pour qu'ils puissent faire leurs besoins n'importe où. Et quand je vous dis n'importe où, c'est qu'à Chongqing, en 2015, j'ai vu une mère aider son enfant à faire caca en plein milieu d'un trottoir. Mais bon, avec le temps, plus la Chine a eu à cœur d'accueillir des touristes internationaux et plus elle a combattu ses anciennes habitudes. Bref, revenons-en au crachat. En fait, c'est surtout en 2003, avec l'épidémie du SRAS, que les choses ont véritablement changé. À l'époque, le crachat est identifié comme un vecteur potentiel de contamination, donc les autorités chinoises mettent en place des mesures très strictes pour limiter les risques. Dans la foulée, en 2006, les Jeux Olympiques de Pékin se préparent et c'est l'image internationale de la Chine qui est en jeu. Résultat, des campagnes de sensibilisation sont mises en place et l'objectif c'est de contenir le phénomène au maximum pour donner une bonne image de la Chine. Aujourd'hui, en Chine, cracher par terre c'est considéré comme sale, impoli et c'est jugé socialement, surtout dans les grandes villes. Mais attention, le crachat, en soi, ça reste perçu comme un besoin physiologique tout à fait normal. C'est pour ça que dans l'épisode 19, Camille était dégoûtée de voir son collègue cracher, mais lui trouvait ça tout à fait normal. Un jour, je suis allée consulter à l'hôpital universitaire pour un rhume qui traînait depuis 3 semaines, et je me souviens que le médecin m'a demandé si je crachais. Ça m'a un petit peu surprise à l'époque, je trouvais ça un peu dégoûtant, mais en y repensant, c'était assez logique en fait. Quand on est malade, cracher, ça permet de désencombrer les voies respiratoires, c'est totalement naturel. Alors si je devais simplifier, je dirais qu'aujourd'hui, en Chine, il existe 4 grandes catégories de personnes qui crachent. La première catégorie, ce sont, je cite, les jeunes mal éduqués, pour reprendre les mots d'une amie chinoise. Pour nuancer un peu ce jugement, certains internautes chinois expliquent qu'avec la pollution, ils ressentent physiquement le besoin de cracher, et quand on voit les pics de pollution dans certaines villes chinoises, on peut les comprendre. La deuxième catégorie, ce sont les personnes âgées, tout simplement parce qu'à leur époque, cracher n'était pas du tout mal perçu, c'était courant, voire normal. Troisièmement, les fumeurs, surtout ceux qui fument beaucoup et sans filtre, parce que ça irrite la gorge, ça augmente la production de mucus, et donc forcément, ça donne envie de cracher. Et enfin, la dernière catégorie, ce sont les consommateurs de Binglang, la noix d'arec. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la noix d'arec, c'est un fruit qui ressemble à une noix, qui se mâche, un peu comme du tabac. C'est consommé en Asie du Sud-Est depuis des millénaires, et encore aujourd'hui dans le sud de la Chine, notamment par des chauffeurs routiers ou des ouvriers. Les Chinois eux-mêmes la considèrent comme une drogue douce. Ça donne un petit effet excitant, un peu comme un coup de boost, mais c'est un vrai problème de santé publique parce que ça abîme les dents et surtout, c'est cancérigène. À long terme, ça peut provoquer des cancers de la bouche ou de l'œsophage. Les Chinois qui mâchent du Binglang ont l'habitude de recracher le fruit directement sur le sol. Donc si vous voyagez dans le sud de la Chine, vous verrez peut-être des taches rouges ou marron au sol, vous saurez ce que c'est. Voilà. En résumé, cracher aujourd'hui en Chine, c'est plus du tout considéré comme normal, mais ça se fait toujours, en fonction des profils et puis des régions. Je pense qu'il faudra encore quelques générations pour que cette habitude disparaisse complètement. Et finalement, c'est exactement ce qui s'est passé en France. Les découvertes de Louis Pasteur et de Robert Koch datent de la fin du 19e, mais la disparition réelle des crachats en France, c'est seulement dans les années 70. Donc, il a fallu un bon moment pour changer les mentalités. Et puis pour rappel, la Chine fait environ 17 fois la taille de la France, donc ça va prendre sûrement un peu plus de temps. Alors, j'ai pas envie de terminer cet épisode sur « bientôt ils feront comme nous, ils arrêteront de cracher partout et ce sera super », parce que finalement, le crachat, ça reste quelque chose de complètement naturel. Et donc, dans le cas d'une personne malade, comme par exemple le collègue de bureau de Camille, qui crache dans un mouchoir pour libérer ses voies respiratoires, est-ce qu'on devrait toujours avoir une réaction de dégoût dans ce cas-là? Dans ce cas précis, c'est la seule façon qu'il a d'arrêter la maladie. C'est vrai que si vous crachez régulièrement, vous allez bien plus rapidement vous défaire de votre rhume que si vous vous mouchez discrètement à côté de vos collègues toute la journée, quoi. Alors, ce dont on peut parler en revanche, c'est effectivement où est-ce qu'on le fait. Est-ce qu'on crache dans le mouchoir à côté de ses collègues ou est-ce qu'on va aux toilettes, on crache dans un mouchoir, on jette, on se lave les mains? Voilà, ça c'est plus questionnable.
Mais il n'empêche que ce rapport au crachat, je trouve qu'il est questionnable aussi du côté français. Est-ce qu'on a raison d'être systématiquement dans une réaction de rejet et de dégoût, y compris dans le cadre d'une maladie ? Voilà, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire parce que ça m'intéresse beaucoup. Ça m'a permis un petit peu de générer un petit débat dans ma tête, mais c'est bien mieux si je débat avec vous. J'arrête ici cet épisode absolument divin sur une thématique qui l'est tout autant. Pour préparer tout ça, j'ai notamment consulté le site Kerninfo et un article passionnant de Roberto Zog intitulé Le crachoir chinois du roi. Et je vous le recommande si vous voulez creuser le sujet, c'est vraiment intéressant. Si ça vous a plu, pensez à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et moi, je vous dis à très vite sur Cross Culturel.